Alors, des adieux, alors on va quand même continuer à le voir, effectivement, parce qu'il y aura ces ce discours de vœux traditionnels. Mais c'est vrai que Marlène a raison, c'est l'une des dernières prises de parole de ces deux quinquennats. Il en a profité, Emmanuel Macron, pour faire le bilan de ces quasiment 10 dernières années à l'Élysée. Je vous propose d'écouter un extrait d'Emmanuel Macron, donc hier à Bormes-les-Mimosas. 9 ans, c'est au fond une époque, durant laquelle, il y a quelques années ici, le vent colportait la rumeur de manifestants qui exprimaient cette colère sociale que nous avons vécue ensemble. Nous avons connu ici aussi les incendies, et nous ne les oublions pas, la pandémie et tout ce qu'elle implique, le retour de la guerre, l'inflation, les moments heureux et la célébration du 80e anniversaire de ce débarquement de Provence. Alors oui, c'est une époque. Et donc c'est évidemment un 17 août un peu particulier aujourd'hui. Et je vous remercie pour vos mots, je les partage et ils m'éviteront de les prononcer. Et vous aussi, vous allez me manquer. Voilà, alors un peu d'émotion effectivement de la part d'Emmanuel Macron dans ce discours hier à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Avant de vous écouter, messieurs Salvatore et Sixou, sur le fond de ce discours, je vais quand même citer un article de nos confrères du Monde, paru il y a quelques minutes ce matin. Article qui nous apprend qu'Emmanuel Macron serait réservé, c'est-à-dire pas convaincu par les candidatures d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Les deux seraient qualifiés, je parle au conditionnel, les deux seraient qualifiés par Emmanuel Macron de renégats pour avoir pris leur distance, ce qui signifie qu'Emmanuel Macron pousserait, je parle toujours au conditionnel, attention, pousserait pour une candidature de Sébastien Lecornu. Jonathan Sixou, Jean-Michel Salvatore, comment analysez-vous ces bruits de couloir de la part des visiteurs du soir d'Emmanuel Macron? Jonathan Sixou. Ce sont des bruits qui circulent depuis un moment. Ah, vous en avez eu vent? Oui, enfin pas aussi précisément concernant Monsieur Lecornu pour le coup, parce qu'on a aussi évoqué un temps Jean Castex qui pourrait jouer les doublures, puis jusqu'à pourquoi pas une nouvelle candidature d'Emmanuel Macron en 2032. Il est normal, si je puis dire, que ces trois hommes, je parle d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal et du président de la République, ne s'entendent pas trop. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Édouard Philippe appelait à la démission d'Emmanuel Macron. Il y a aussi Gabriel Attal qui a dit qu'il ne comprenait plus rien à la politique menée par le président de la République. Lui, il lui en veut parce qu'il n'a toujours pas digéré la dissolution qu'il a un peu apprise à la dernière personne à être mise au courant. Donc, si vous voulez, il me semble aussi évident, et j'en finirai par là, que le président de la République, de toute évidence, va et veut intervenir dans la campagne présidentielle. Il veut jouer un rôle. Il veut jouer un rôle. C'est ce qu'on pressentait depuis quelques mois. Il ne pouvait pas lâcher le poste, si je puis dire, si facilement. Alors, je vais quand même reprendre ce terme qui n'est pas anodin. Édouard Philippe, Gabriel Attal, qualifiés de renégats par Emmanuel Macron, selon nos confrères du Monde. Renégat, Jean-Michel Salvatore, ce n'est pas rien comme terme. Non, c'est pas très on est cousin germain des traîtres, là. Oui, mais c'est pas très aimable. Mais en fait, franchement, c'est pas très étonnant parce que on voit bien que depuis qu'il est président de la République, Emmanuel Macron a choisi des premiers ministres pour lesquels il n'avait pas beaucoup de considération. Il a toujours considéré ses premiers ministres comme des collaborateurs et en fait, il a choisi plutôt des personnalités qui n'étaient pas des personnalités de premier plan, mais il est allé chercher des gens qui étaient plutôt dans l'ombre. C'était le cas d'Édouard Philippe, qui n'était pas si connu que ça. Et même de Gérald Darmanin aussi. Non, mais là, je parle des premiers ministres. Oui. Donc là, Édouard Philippe n'était pas si connu que ça. Gabriel Attal, est un bébé Macron, mais finalement très jeune. Jean Castex, lui, avait été secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque de Sarkozy, Elisabeth Borne, etc., etc. Donc, si vous voulez, il n'a jamais eu beaucoup de considération pour ses premiers ministres. Et donc, c'est vrai que comme ses premiers ministres ne lui ont pas rendu l'appareil, et comme c'était rappelé par Jonathan, comme à la fois Édouard Philippe et Gabriel Attal ont fait valoir un droit d'inventaire vis-à-vis de l'action du président, en fait, Emmanuel Macron leur rend la monnaie de sa pièce et essaye donc de pousser Sébastien Lecornu. C'est un jeu assez dangereux. C'est un jeu assez dangereux parce que on voit bien que là, pour le bloc central, l'objectif, c'est d'éviter un face-à-face entre Marine Le Pen
et Jean-Luc Mélenchon. Et si le président de la République met le bazar dans tout ça, met le bazar dans le bloc central, peut-être qu'une candidature sera encore plus difficile à émerger, et peut-être que le face-à-face entre Le Pen et Mélenchon sera encore plus certain, et je ne suis pas sûr que ce sera très payant pour le pays. Vous parliez, Jean-Michel Salvatore, de manque de considération de la part d'Emmanuel Macron pour ses différents et successifs premiers ministres. Est-ce que ce manque de considération vient aussi du fait qu'il y a une conception très macronienne et particulière du pouvoir, à savoir qu'Emmanuel Macron souhaite aussi être un hyper-président et également, en plus d'être président, Premier ministre. Est-ce que ça vient de là également ? Un peu à l'américaine, finalement. Non, moi je pense que... Alors, bien sûr, mais je pense que c'est une conception totalement narcissique du pouvoir et de la façon dont il l'exerce. Et c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui avec le discours de Bormes-les-Mimosas en est une illustration parfaite. Je trouve que là, il se passe quelque chose de totalement ridicule. La France est plongée dans une crise financière catastrophique. On est en train de discuter d'un budget qui va être très difficile à réaliser. Il y a des fuites numériques qui sont extrêmement graves et qui dénotent un délitement de l'État. Et pendant ce temps-là, que fait M. Macron ? Il fait ses adieux au music-hall, comme les frères Jacques. Donc en fait, il essaye de soigner au maximum ses dernières fois. Donc le 14 juillet, il l'a soigné énormément en faisant un très grand défilé avec tous les Européens. Là, il revient avec son dernier discours de Bormes-les-Mimosas. Je trouve qu'il y a quelque chose de totalement déconnecté et de narcissique par rapport aux grands sujets qui sont face aux Français et au gouvernement. Afin d'avancer un peu, messieurs Sixou et Salvatore, Jonathan Sixou, Emmanuel Macron pousserait, on parle toujours au conditionnel, Sébastien Lecornu. A-t-il ses chances, Sébastien Lecornu, dans le cas où évidemment Gabriel Attal et Édouard Philippe ne seraient plus en course, ce qui n'est pas gagné, hein, entendons-nous bien, mais a-t-il ses chances alors, ce Sébastien Lecornu poussé par son président ? Si on s'amusait à faire des statistiques mathématiques et se dire sur le papier, voir d'où vient-il, il vient de la droite, qui pourrait voter pour lui, les macroniens, mais reste-t-il des macroniens aujourd'hui, ou plutôt au printemps prochain ? Si les macroniens, ou ce qu'il en restait, étaient derrière Gabriel Attal, mécaniquement, il rallierait Édouard Philippe et ne soutiendrait pas donc un candidat qui aurait l'étiquette de la Macronie. Il y a un problème d'héritage de l'ère parce que d'Emmanuel Macron. Monsieur Salvatore, Jean-Michel parlait des bébés Macron. Oui. Lecornu est aussi un bébé Macron. Lecornu est parfaitement un bébé Macron. Il a eu une belle carrière gouvernementale ces dernières années. Il est originaire de la droite à l'origine, mais c'est aussi ça. Regardez la carrière gouvernementale de Gérald Darmanin, qui vient des LR également. C'était aussi ça, la Macronie. Mais il n'y a pas eu d'héritage. Tout a été, comme vous l'avez très bien rappelé, hyper personnalisé, hyper personnifié par la personne même du président de la République ces 9 dernières années. Et donc le président qui part, et il n'y a personne pour enfiler le costume qu'il s'est taillé lui-même. Souvenez-vous de l'image quand même hyper travaillée. En 2017, le soir de son élection, la traversée de la Cour du Louvre, la pyramide de Paye, etc. Il y avait quand même quelque chose qu'on avait jamais vu jusqu'à présent pour marquer la solennité d'une élection présidentielle. Généralement, ça se fait sur scène, il y a du monde, etc. Mais cette séquence de la traversée d'un homme solitaire devant la pyramide, il y avait quelque chose que même François Mitterrand n'avait pas osé nous imposer. Vous évoquiez ce discours de Bormes-les-Mimosas hier, ce discours en forme de bilan, effectivement. Et c'est vrai que l'heure est aussi, il nous reste 2 minutes d'émission, l'heure est aussi pour nous, Jean-Michel Salvatore et Jonathan Sixou, de faire un bilan. Alors c'est vrai que par exemple, je vais prendre pêle-mêle quelques grands projets, grandes idées du candidat Emmanuel Macron peu avant 2017. Il avait promis, en tout cas, ou émis l'hypothèse de revoir le statut de fonctionnaire, de transformer ça en fait en CDI, statut en contrat de droit privé, pour parler simplement. Il avait aussi promis de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires par le biais du non-renouvellement. Il y en a eu 178 000 de plus, 178 000 de plus en 9 ans. Est-ce que, Jean-Michel Salvatore, c'est un des grands échecs de son œuvre, ça, Emmanuel Macron ? Il y en a tellement que je ne retiendrai pas forcément celui-là. Moi, je dirais que, si vous voulez, la promesse de Macron en 2017, c'était de moderniser le pays.
C'était de dire, jusqu'à présent, on a été gouverné par des gens qui n'ont pas su décider. Là, on va renverser la table et on va véritablement moderniser le pays, moderniser le droit du travail, moderniser la conception qu'on peut avoir des entreprises, de l'économie, etc. Et là, au résultat, on voit bien qu'au bout de 9 ans, il dit 9 ans, c'est une époque. Moi, je dirais que 9 ans, c'est un déclin. C'est-à-dire que quel que soit le sujet que l'on regarde, on voit bien que non seulement on est dans l'échec, mais on est... 1250 milliards d'euros de dette en plus. Est-ce que ça fait partie de ces échecs-là dont vous parlez? Il y a les dates, mais même quand vous voyez, par exemple, les fuites de données, c'est quand même incroyable. Ça concerne deux des ministères les plus importants, le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Et on a vu donc des données, et le ministère de l'Éducation nationale... dans la matière, vice-champion du monde dans la matière. Les Français voient bien, si vous voulez, qu'on est dans un pays avec un État qui se délite complètement. On l'a vu aussi à l'occasion des incendies, où les Français ont bien vu qu'on n'avait pas assez de Canadair, que rien n'avait été prévu, qu'on avait dit qu'on mettrait à Mont-de-Marsan des Canadair pour protéger la Gironde. Ça n'a pas été fait, etc., etc. Donc là, il y a quand même un sentiment, si vous voulez, de déclin généralisé, et c'est ce qui crée, si vous voulez, ce blues incroyable des Français. Et tout le monde se souvient de ce fameux discours sur le pacte girondin et la vision qu'avait Emmanuel Macron de cette décentralisation qui finalement n'a jamais vu le jour. Jonathan Sicsou, est-ce qu'on est très loin de ce discours d'il y a presque 10 ans désormais? Oui, on est très loin de ce discours-là, comme de tant d'autres, comme ça vient d'être rappelé par Jean-Michel. Souvenez-vous, en 2017, il nous promet la Start-up Nation, etc. Il y a eu Choose France quand même. Il y a eu Choose France qui a rapporté, ça n'est pas encore assez suffisant me semble-t-il, même en termes d'image de la France, même si le pays, nous dit-on, et malgré tout ce qu'on voit, est attractif.